Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 269 déjà. Et oui. Notre monde, là, à côté de moi. Faisons un petit tour rapide du monde, si vous voulez bien. Alors on va... Notre monde, on n'en a qu'un. D'abord, il mérite qu'on s'intéresse à ces affaires qui sont surtout, en vérité, les nôtres. C'est le bon moment, si j'en crois certaines informations plutôt troublantes qui nous viennent de très loin. Alors, partons de chez nous. Alors, nous, Français, Européens, là, on est ici, et on se croit à l'abri des folies guerrières, des stratégies militaires et des menaces nucléaires. À ça, nous avons d'autres chantiers beaucoup plus urgents et importants. Une élection à mener, un président ou une présidente à élire. Voilà, un vrai sujet. Voilà qui nous mobilise tout entier, non ? Alors, et pendant ce temps, en Europe, là, juste à côté de nous, le ciel est parfois bas. En Belgique, en Hollande, en Pologne, l'atmosphère se radicalise. Un vent venu de l'extrême droite s'est levé. Et honnêtement, ça ne sent pas toujours très bon. Plus à l'est, alors on va tourner comme ça. C'est fort probable, l'hiver sera rude en Russie. Il sera même glaçant. Là-bas, c'est la presse qu'on assassine. Certes, c'est une journaliste insignifiante, comme dit Poutine, qui a été tuée. Elle s'appelait Anna Politkovskaya. Redonnons-lui, s'il vous plaît, son nom. Descendons plus au sud, vers le Moyen-Orient. Il est là, le Moyen-Orient. Depuis la dernière guerre au Liban et depuis si longtemps, la région blessée panse ses plaies. L'Iran, doté du don, dit-on, de l'arme nucléaire, menace Israël, entre autres Israël. Effet de manche ou vraie menace de déflagration régionale, voire mondiale. Plus loin, c'est la Chine et l'Inde. Nouvelle superpuissance, oui, il va falloir s'y faire. L'Occident n'est plus le centre du monde. Poussons plus loin, alors là, la Corée du Nord, c'est là, la Corée du Nord. Doit-on avoir peur de cette forteresse coupée du monde, néanmoins dotée de l'arme nucléaire ? À l'autre bout de la planète, ici, que va faire George Bush ? Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? Y a-t-il encore un gendarme dans la carlingue ? Va-t-on vers une prolifération nucléaire ? Demain, des États voyous, après-demain, des groupuscules terroristes pourront-ils détenir l'arme nucléaire ? Oui, non, qui peut les empêcher ? C'est à toutes ces questions que nous allons nous efforcer de répondre aujourd'hui avec mes invités que je m'empresse de vous présenter. Madame Azadeh Thiébaut, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes d'origine iranienne. L'Iran, votre pays, est membre à part entière de l'axe du mal, selon George Bush. Oui, l'Iran des mollahs inquiète l'Occident, et bien sûr Israël qui le menace directement. L'Iran cherche-t-il vraiment à avoir la bombe ? Et doit-on mettre l'Iran dans le même sac atomique que la Corée du Nord ? Annie Bourrier, vous êtes journaliste à Radio France Internationale et surtout une des rares privilège, à avoir pu pénétrer à 3 reprises dans le sein des saints, si je puis dire, enfin, en tout cas, la forteresse nord-coréenne. Vous dites que c'est un pays exceptionnel dans sa folie. Exceptionnel dans sa folie. Votre but aujourd'hui est de témoigner de ce que vous avez vu là-bas, témoigner peut-être avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup d'être là. Hubert Védrine, plaisir de vous retrouver. Vous avez été durant 5 ans le ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, mais vous avez été aussi longtemps officier auprès de François Mitterrand, dont vous fûtes le conseiller diplomatique à l'Élysée. C'est-à-dire que vous êtes en France, comme d'une certaine façon Pierre Lelouch qui est à vos côtés, un des meilleurs et des plus reconnus spécialistes des affaires du monde. Pour vous, la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Vous nous direz pourquoi, selon vous, nous devons garder la tête froide face à la prolifération des armes de destruction massive. Merci beaucoup d'être là. Pierre Lelouch, donc. Vous êtes député de Paris, président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et délégué général de l'UMP chargé de la défense. Et vous êtes aussi un expert reconnu en matière, évidemment, de géostratégie et de problèmes de défense généraux. Depuis des années, vous prêchez sans relâche pour que les Français prennent enfin conscience du risque nucléaire qui menace la planète. Vous étiez cette semaine aux États-Unis et chance absolue, vous avez rencontré la secrétaire d'État Condoleezza Rice. Vous l'appelez Condi, c'est ça ? Condi. Merci d'être là pour nous donner, entre autres, les dernières nouvelles de Washington. Pascal Boniface, enfin, Attendez. Je vous rappelle votre livre, Pierre Lelouch, Illusion gauloise, paru chez Grasset. C'est un livre tout à fait passionnant. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Votre analyse sur la question de la prolifération nucléaire est parfaitement tranchée, mais vous aurez tout le temps de vous en expliquer. La principale menace, dites-vous, vient des USA. Vous y allez fort, on va voir. On va voir, oui. Vous venez de publier chez Flammarion, avec Elisabeth Chemla, c'est un dialogue à 2 auteurs, Halte au feu, qui est paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'être là. Donc on va commencer, si vous voulez, par une question courte, qui appelle une réponse courte. C'est juste pour lancer le débat. A-t-on raison d'être si inquiet devant ce qui se passe en ce moment dans le monde ? Pierre Lelouch.
Je trouve qu'on n'est pas assez inquiet. Pas assez inquiet. Et non. Il y a cette période que nous vivons me rappelle ce qui se passait avant la Deuxième Guerre mondiale, à bien des égards. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments de choses très, très dures sont en train d'être réunis. Compétition pour les ressources, la matière première et l'énergie, problème de transfert démographique, renaissance du nationalisme dans un certain nombre de pays, en partie à cause des flux migratoires, ou de l'Europe, ou de la construction de l'Europe, inégalité entre les nations. Et quelque chose de très important depuis la fin de la guerre froide, la réouverture des frontières et des conflits un peu partout, avec en plus la fin du monopole des nations blanches sur les armes de destruction massive. Qu'est-ce que vous appelez les nations blanches ? Les nations blanches, c'est hors la Chine, c'est la Russie, les États-Unis, l'Europe. Les 5 puissances qui détenaient les grandes technologies capables de détruire toute la planète, c'était les puissances blanches, la Chine ayant rejoint le club en 1964. Ce qui est en train de se passer, c'est la dissémination de ces technologies en dehors de cette civilisation. Et ça peut continuer en dehors de cette sphère. Voilà. Hubert Védrine, vous partagez le pessimisme inquiet de largement. Cette lucidité rejoint ce que je pense. Naturellement, trop d'inquiétude tue l'inquiétude et la vigilance. Mais enfin, je ne suis pas en désaccord. Je dirais quand même qu'à mon avis, le problème numéro 1, c'est celui dont parle le vice-président Al Gore, qui est la menace climatique, écologique. Il faudra ajouter les questions chimiques et de pesticides. Mais enfin, l'ensemble des questions écologiques, c'est le vrai problème global de l'humanité. Mais tout de suite après, je dirais à peu près pareil. Ce qui est très important, contrairement aux illusions des années 90 sur l'entrée dans la communauté internationale, la régulation par l'ONU, etc., illusions sympathiques, mais prématurées, eh bien, les Occidentaux sont en train de perdre le monopole de la conduite des affaires du monde qu'ils avaient depuis des siècles. Pas l'influence. Ce que Pierre Lelouch appelle le monde blanc. Ils ne perdent pas l'influence. Oui, je le dis un peu autrement. Non, j'ai compris. Ils perdent pas la nuance. Ils perdent pas l'influence, qui va rester colossale pendant extrêmement longtemps, mais ils perdent le monopole. Et les Occidentaux ne sont pas prêts à ça. Et les Américains y répondent par une sorte d'hubris militarisée qui ne fonctionne pas. En plus, quand ils se trompent complètement, comme au Moyen-Orient, ça ne peut pas marcher. Et les Européens par trop d'ingénuité. Et de faiblesse. Donc il faut y répondre autrement. Madame Amazadeh Kane-Thiébaut, comment vous réagissez quand vous entendez tous les deux dire écoutez, je comprends l'inquiétude des Blancs, l'inquiétude des Blancs. Vous comprenez l'inquiétude des Blancs. Mais en soi, enfin des Blancs occidentaux en l'occurrence, mais en soi, je ne suis pas personnellement très inquiète. Seulement, vous n'êtes pas très inquiète. Écoutez, non, je pense qu'il faut apprendre à partager le pouvoir et ce qu'on voit aujourd'hui en Iran ou en Corée du Nord et un peu ailleurs, c'est effectivement une velléité d'autres peuples également à faire partie des grands, entre guillemets. Et donc c'est ça... Être grand, c'est avoir la bombe. Être grand, c'est d'avoir soit la technologie nucléaire, soit la bombe, soit la puissance ou la capacité d'utiliser les énergies, par exemple, je parle pour les pays pétroliers, etc. Donc effectivement, c'est ça qui inquiète les Occidentaux. Mais en soi, ça n'est pas inquiétante nécessairement. Vous ne trouvez pas que les deux régimes en question sont inquiétants, vous ? Si vous voulez, Ahmadinejad on y reviendra. Et Kim Jong-il, c'est... Non, la question n'est pas là. Ce sont pas des exemples de démocratie absolue, c'est ça ? Ah ben non, mais... Bon, Pascal Boniface, non, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Non, pour l'instant, non, on reviendra. On peut être inquiet, effectivement, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Tous les facteurs d'inquiétude sont là. Est-ce qu'il faut être terrorisé ? La situation était finalement plus grave au moment où Staline avait l'arme nucléaire et y compris d'un point de vue occidental, pour nous, c'était quand même beaucoup plus inquiétant. Au moment de la crise de Cuba, on est passé vraiment à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Donc là, c'était également inquiétant. Et là, il faut s'inquiéter, mais il ne faut pas, par notre action, contribuer à notre propre malheur. Donc il faut s'inquiéter, mais de façon positive. Vous pouvez développer ça, oui, c'est-à-dire qu'il faut que nos réactions par rapport à des phénomènes inquiétants, c'est-à-dire le programme nucléaire iranien, le programme et la capacité nucléaire coréenne désormais reconnue, il faut gérer ça pour essayer d'atterrir le plus possible en douceur et de ne pas mettre d'huile sur le feu. Mais comment vous réagissez quand Pierre Lelouch, vous avez tenté de dire, mais je vous ai interrompu brutalement, que Ahmadinejad, au fond, c'était une sorte d'Hitler. Comment vous réagissez ? Mais il dit la même chose. Il dit la même chose qu'Hitler. Il dit la même chose qu'Hitler. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Angela Merkel, qui ne manque pas de courage, chancelière allemande, je l'ai entendu devant moi dire cela aussi. Si on lit ce que dit Ahmadinejad sur la négation de la Shoah et du génocide, et ensuite sur l'éradication d'un autre État,
C'est ce que disait, en l'occurrence Israël, c'est la même chose qu'Hitler, bien sûr. Mais Hitler avec la bombe atomique. Ce que Hitler n'avait pas pu obtenir, en partie parce que, d'ailleurs, on lui a bombardé les installations. Rappelez-vous, Peenemünde, on a évacué de France l'eau lourde. L'eau lourde, la fameuse bataille de l'eau lourde. Bien entendu. La guerre contre la prolifération, il faut toujours se rappeler ça, a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons bombardé les laboratoires allemands et japonais, et les Américains ont eu la bombe avant les autres. Mais ensuite, les Russes ont rejoint, effectivement, en 1949. Et ensuite, s'est installé un système d'équilibre. De dissuasion mutuelle, parce qu'au fond, on avait des régimes qui étaient intéressés par leur survie mutuelle. Là, il n'est pas sûr du tout, mais je termine, parce que c'est d'où ma question. Je ne sais pas, moi, comment peut réagir M. Kim Jong-il, le fils, ou M. Ahmadinejad en temps de crise. On me dit que c'est parfaitement bien. Il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas. Quelqu'un qui annonce un programme qui est semblable à Hitler, ou quelqu'un qui dit « je suis capable d'éradiquer Séoul », je peux attaquer Séoul, je vais faire une mer de feu de l'autre côté de la ligne de démarcation, j'ai tendance à les prendre... rassurant. Non, je les prends au sérieux parce que ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils voulaient faire la bombe, ils l'ont fait. La principale différence entre l'Iran et la Corée du Nord, déjà au niveau d'Ahmadinejad et le président coréen, c'est qu'Ahmadinejad, le président iranien, n'a pas le dernier mot. C'est pas lui qui décide. Faites attention. Il est le président, mais en Iran, le président n'est pas le chef d'État. Il est juste le chef de gouvernement. Et donc, c'est pas lui qui prendra la décision. Il y a le guide, mais il y a d'autres institutions également. C'est très important à comprendre cette complexité de pouvoir en Iran. Donc, Ahmadinejad, effectivement, c'est un négationniste. Je suis d'accord avec vous. Enfin, lui-même en soi, c'est une menace, tout d'abord, à mon sens, pour mon pays, l'Iran. Bien sûr, bien sûr. Avant d'être une menace pour les autres. Puisque, pour ce qui concerne le nucléaire, c'est pas lui qui décide, mais là où il a pu décider, c'est-à-dire dans les affaires intérieures, on voit le résultat, c'est-à-dire carrément catastrophique pour le pays, pour la société. Mais en fait, il faut aussi, monsieur... Non, je ne vous ai pas interrompu, vous permettez. Il faut aussi faire la distinction, encore une fois, entre la rhétorique, ce qu'on dit comme ça, ce qu'on dit, et c'est ce qu'on fait. Et enfin, c'est pas agréable d'entendre l'Iran, dire ça. Attendez, le régime iranien vient de condamner les essais nucléaires coréens. Ce qui veut dire, qu'ils ne sont pas d'accord. Ce qui veut dire, ce qu'ils disent n'est pas ce que disait le président coréen, c'est-à-dire on va avoir la bombe et on va, etc. Les Iraniens disent on veut pas la bombe, on veut juste maîtriser la technologie nucléaire civile. Écoutez, je ne sais pas si je crois ou pas. Je pense que les Iraniens veulent arriver à un seuil, c'est-à-dire maîtriser la technologie nucléaire, arriver au seuil là où ils peuvent un jour décider d'avoir la bombe. Mais pour le moment, on sait qu'on est très loin du compte. Donc, ce n'est pas du tout le même type de menace. La Corée du Nord a la bombe, Israël a la bombe, l'Iran ne l'a pas. Oui, genre deux poids, deux mesures. Et oui. Bon, Madame Bourrier, vous connaissez bien la Corée du Nord, alors? Oui, je pense qu'on diabolise beaucoup trop la Corée du Nord. Je pense personnellement que c'est un tigre de papier et qu'il est grand. Tigre de papier. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a le discours officiel, il y a la réalité derrière. Je pense que des sujets d'inquiétude existent dans la région, effectivement, mais c'est surtout ces mouvements de fond que se font en ce moment, des alliances, des possibles alliances entre le Japon, la Chine, la Corée du Sud. Et donc c'est là qu'on voit se profiler une puissance asiatique ou des nouveaux équilibres régionaux qui me paraissent extrêmement importants, peut-être beaucoup plus que les discours de Kim Jong-il. Et Madame Bourrier, le Japon n'a pas l'air de prendre ça du tout à la légère, par exemple. Vraiment pas. N'a pas l'air de considérer que la Corée du Nord est un tigre de papier. En tout cas, s'ils le disent, ils le disent de manière très secrète. Parce qu'on entend plutôt une vraie inquiétude. Diaboliser la Corée du Nord est absolument indispensable. La Corée du Nord... La diabolisation de la Corée du Nord est indispensable pour les puissances voisines et pour les Nord-Coréens et eux-mêmes. Parce qu'il faut un diable. Parce que, bien sûr, ça sert aux intérêts de tout le monde. C'est le jeu de la Corée du Nord. C'est le jeu, c'est d'ailleurs son propre jeu. Et elle se diabolise elle-même, d'ailleurs, en disant qu'ils vont faire exploser une bombe. Est-ce qu'on connaît effectivement la réalité du potentiel nucléaire de la Corée du Nord? Est-ce qu'on a eu des preuves que cet essai a été effectivement un essai atomique? Alors? Moi, une fois qu'on aura des véritables preuves, je serai inquiète. Mais pas avant. Il y a un moment, il faut quand même parler sérieusement, quoi. L'affaire nord-coréenne, elle a commencé, il y a, je veux dire, la négociation sur le programme d'enrichissement, c'est le même sujet qu'en Iran aujourd'hui,
a commencé il y a une dizaine d'années. Ça fait 10 ans que tout a été tenté pour essayer de les convaincre d'arrêter l'enrichissement. Ces technologies ont été importées par la Corée du Nord du Pakistan. Et on sait maintenant... D'abord Russie, et ensuite Chine. le Oui, Pakistan. ils ont Historiquement. Russie, sur les premiers Chine, réacteurs, je parle des technologies ensuite Pakistan, d'enrichissement Iran, oui, et la après. dérive vers le militaire. Il y a eu un échange entre voyous, entre États voyous. Il y a eu un marché noir. Les Pakistanais ont donné de la technologie nucléaire, qui elle-même au départ d'ailleurs venait de Chine, mais développée au Pakistan, en échange de technologies de missiles nord-coréens qui ont été ensuite passés au Pakistan. C'est ça qui a été fait par le fameux docteur Khan, qui est passé aux aveux, c'est la filière Dr Khan. Donc c'est quoi le Dr Khan? Ça fait le très James Dr Khan, Bond. c'est le père de la bombe atomique pakistanaise, qui a volé les secrets. On peut voir une carte de la Je l'ai région, interviewé d'ailleurs dans le rapport parlementaire que j'ai fait sur la prolifération il y a quelques années. J'étais un des rares à interviewer. Regardez, vous chez voyez la lui le carte qui Dr passe. Khan. Regardez le rayon des missiles, ce que les missiles de Coréens du Nord peuvent atteindre. C'est pas de la blague du tout. Donc le Japon a raison de les Japonais aujourd'hui, il faut bien comprendre que pour le Japon... Les missiles américains couvrent le monde entier. D'accord, mais ça ne fait pas non plus rire les Japonais. Ils ont un souvenir un peu cuisant de pour ce le qui s'est passé. Japon, dénucléarisé depuis Hiroshima. C'est sa doctrine. D'avoir en face une Chine nucléaire, une Corée nucléaire, puis l'Inde et le Pakistan nucléaire, ça fait beaucoup. Tout ça avec un parapluie américain dans lequel ils n'ont plus confiance. Résultat des courses, ma crainte, c'est que le Japon, surtout qu'ils viennent se doter d'un nouveau gouvernement et qu'ils ont moins en moins de complexes par rapport à l'histoire, lui aussi prenne la décision, à un moment ou à un autre, de se nucléariser. Oui, mais enfin, en même temps, le Japon a très envie de se nucléariser aussi, j'imagine. Il a tous les moyens. Il y a effectivement la droite nationaliste japonaise le réclame depuis assez longtemps. Ça, c'est pratique pour eux l'ancien d'avoir... Premier ministre, M. Nakasone, vient d'appeler à la nucléarisation du Japon. Là où vous me reprenez, c'est que j'ai dit les Japonais, vous dites la droite nationaliste japonaise. Oui, ça arrange bien pour eux d'avoir un diable, comme vous dites, madame, pas loin, nucléarisé. Et les autres, quand même, le tabou nucléaire reste important au Japon, et donc la protection américaine, même imparfaite, d'ailleurs qui va plutôt s'accentuer, reste préférable à un programme nucléaire autonome. Mais ce qu'il faut voir dans le programme nucléaire nord-coréen, en quoi il est inquiétant? Pas tellement que la Corée du Nord va attaquer le Japon. Si la Corée du Nord fait ça, c'est pour qu'on ne l'attaque pas elle, pour sanctuariser un régime qui est aux abois. Par contre, ce qui est grave et ce qui est inquiétant, c'est que pour la première fois, un pays qui avait signé le traité de non-prolifération l'a dénoncé, et que c'est un peu comme si vous faisiez un trou dans une coque. Parce que, normalement, jamais dans l'histoire du désarmement, un pays n'avait dénoncé un traité de désarmement. C'est légal, c'est possible, c'est dans le texte. Mais il y avait une sorte d'interdit qui pesait là-dessus. Là, le précédent a eu lieu, et ce que l'on peut craindre, effectivement, c'est que le débat, en tous les cas, soit ouvert au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, et effectivement en Iran Ça entraîne les autres. également. Mais quand vous dites, Pascal Boniface, attendez, monsieur Lelouch, quand vous dites, Pascal Boniface, que c'est pour être à l'abri des foudres américaines qu'ils ont fait ça, que l'Iran et la Corée veulent se doter de l'arme nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu ce qui s'est passé. À l'abri des foudres américaines. Oui, parce qu'ils ont vu ce qui se passait en Irak et qu'ils se sont dit, si on ne veut pas être attaqué, il vaut mieux avoir des armes nucléaires que de ne pas en avoir. Si l'Irak a eu des armes nucléaires, il n'y aurait pas eu la guerre d'Irak. Bon, il faut traiter ça avec gravité et sérieux, mais sans hystérie. La prolifération est... Non, ici pas. Personne. Vous me rassurez, M. Védrine. Personne encore. Dans l'opinion aussi, dans les commentaires en général, la prolifération est beaucoup moins forte que ce que craignaient les experts il y a 20 ans. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de pays qui deviennent nucléaires. Bon, quand j'ai dit tout à l'heure que le monde ne fonctionnait pas comme les gentils occidentaux avaient cru qu'il allait fonctionner après la chute du mur, c'est pas pour en tirer des conclusions paniquantes, c'est pour savoir comment s'y prendre. Et je crois que la politique occidentale, après quelques années d'illusions un peu niaises dans les années 90, c'est la plus mauvaise possible, en tout cas dans l'ensemble arabo-islamique. La politique américaine en Asie est assez réaliste, elle est pas sotte. Et sur la question de la Corée du Nord, je pense qu'il y aura une conjonction momentanée entre Chine, Corée du Sud, Japon, États-Unis pour contenir le risque, qui est en fait mineur. Après, ce qui va se réveiller, c'est la vraie compétition stratégique en Asie, c'est entre le Japon et la Chine. Bon, sur toutes ces questions et d'autres, il faut savoir ce que l'on peut faire d'intelligent pour faire comme on fait déjà au sein de l'Organisation mondiale du commerce, où on ne peut plus imposer tous nos caprices et toutes nos idées. On est obligé de négocier dans des conditions parfois pénibles. Moi, je dis les Occidentaux. Et donc, on va être obligé, par exemple, de renégocier le traité de non-prolifération. Ça me paraît évident, un jour ou l'autre. Oui, alors le traité... Alors là, le traité... Je termine. Simplement, on va être obligé de renégocier beaucoup de choses
Là où nous pensions simplement qu'il y avait une sorte de supériorité occidentale automatique. Automatique. Et il faut se préparer dans les meilleurs... Nous sommes les maîtres du monde. Oui, mais alors c'est plus le cas. Enfin, c'est pas uniquement le cas. Donc il faut se préparer dans les meilleures conditions possibles pour la renégociation de ces instruments juridiques, des organisations internationales, etc. C'est ça qui doit être notre but. Oui. Avant qu'on parle du TNP et de l'avenir du traité de non-prolifération, Pascal Boniface a dit quelque chose de très juste sur la conséquence de toutes ces affaires, c'est naturellement de plomber ce traité qui est la norme de droit international. Il est fini, le traité. Si j'ai bien compris, le traité de non-prolifération est terminé. Je vais y revenir. Et l'Iran, naturellement, pose aussi le problème d'un pays qui a triché des contrôles de l'AIEA, qu'il a reconnu. Et donc, la question, c'est est-ce que le traité est encore efficace ou pas, et qu'est-ce qu'on fait? Les 3 pays qui n'ont pas signé le traité, mais qui sont d'Israël, Pakistan, d'Israël, qui n'ont pas signé, qui sont passés à côté, quoi, juste. C'est ça. Voilà. Mais avant de revenir à cette problématique du traité, qui est très importante pour l'avenir, je veux dire que l'un des dangers majeurs de l'affaire de la Corée du Nord, en dehors des bouleversements des équilibres régionaux en Asie, c'est que la Corée du Nord, elle survit en faisant du trafic de fausses monnaies, et puis du trafic d'armes. Tout ce qu'a fabriqué la Corée du Nord, elle l'a vendu. Les missiles, par exemple, ont été vendus par la Corée du Nord. Et l'inquiétude que beaucoup ont, c'est que les technologies nucléaires se trouvent vendues par la Corée du Nord à d'autres États. C'est ça le souci, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Comme ils sont en plus en prise à des sanctions financières complètes en ce moment. Donc ils dealent quoi? Ils dealent les armes, et les armes les plus tordues. Et la crainte qu'on peut avoir, s'ils disposent de l'explosif et des matières fissiles, c'est qu'il les refourgue à d'autres pays, voire à des groupes infra-étatiques, c'est-à-dire des groupes terroristes qui sont prêts à acheter. Et il y a des gens qui sont prêts à acheter, et des gens qui ont dit qu'ils veulent acheter et qui veulent utiliser. Mais comment on deal un truc comme ça? Pardon, mais comment ça se vend? Alors, c'est d'où... Je vois pas, tiens, j'ai un truc qui peut vous intéresser, une bombe. Mais l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a relevé au moins 250 cas, c'est dans les rapports publics de l'Agence de Vienne, de transferts nucléaires, de trafic, de tentatives de trafic ces dernières années. Il y a eu plein de choses que les services secrets travaillent en permanence là-dessus. Il y a un système de veille. Je suis même partie d'une ONG qui travaille sur les mesures de protection des matières fissiles dans les réacteurs de recherche, dans les facilités de stockage. C'est connu et c'est très sérieux. Il y a un programme du G8 qui s'occupe de ça. Il y a une initiative de non-prolifération qui vise à surveiller les bateaux. C'est comme ça qu'on a chopé le docteur Khan et les livraisons à la Libye, d'ailleurs. On a attrapé un bateau dans lequel il y avait des composants venant de Corée du Nord et du Pakistan. Madame Bourrier, quand vous entendez ça sur cette Corée du Nord que vous pensez inoffensive, que vous nous présentez comme pas inoffensive, non, pas inoffensive du tout. Genre n'exagérons. Non, pas inoffensive. Je suis d'accord avec Pierre Lelouch. Le problème de transfert de technologies nucléaires aux technologies de missiles à d'autres pays, des pays voyous, des pays qui sont sur des listes noires du terrorisme aux États-Unis, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Et je pense qu'il est beaucoup plus inquiétant même que toute tentative d'avoir fait cet essai nucléaire dont on n'a pas de preuves. Le danger, c'est cela. Voilà, la prolifération. Pas un essai en Corée du Nord. C'est la prolifération qui, à mon avis, par la Corée du Nord, qui me paraît... La Corée comme un dealer, parce que l'essai n'a rien changé. La Corée du Nord affirme avoir des capacités nucléaires depuis déjà 2 ans. Donc l'essai en tant que tel, c'est un peu comme les essais. Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. D'accord, vous êtes d'accord. Le marché et l'Iran, non. L'Iran, non. L'Iran, pas encore. Pas encore. L'Iran, c'est un problème différent. En Corée du Nord, il existe aujourd'hui la plus grande multinationale communiste au monde. Elle s'appelle la Division 39. Vous en parlez. Elle est dirigée directement par Kim Jong-il. Le fils de Kim Il-sung, dictateur héréditaire actuel homme numéro 1 de la Corée du Nord. Et cette division, elle gère tous les trafics. Le trafic de fausses monnaies, le trafic de drogue et surtout la vente des missiles. Et l'argent ainsi de tous ces trafics est déposé dans des banques en Chine, en Russie, à Macao et dans pays. Et les Américains, il y a des comptes. Tous les dignitaires du régime nord-coréen ont des comptes, des comptes dans ces banques. Très bien. Alors les Américains ont lancé, connaissant justement
l'existence de cette multinationale communiste qui s'adonne à des trafics, les Américains ont décidé d'étouffer les régimes de Kim Jong-il à partir justement de sanctions financières. Ils sont allés voir tous ces pays et toutes ces banques. Les Chinois ont dit « OK, on ferme les comptes ». La banque Delta Asia de Macao, où il y avait 12 comptes, a dit « OK, on ferme aussi ». Les Russes ont dit non, ce qui est très, très inquiétant. Et à partir de là, on essaye d'étouffer la dictature nord-coréenne. Et je vous dis tout cela parce que ce qui est important, justement, c'est cette capacité de ce régime d'avoir de devises pour augmenter ses capacités militaires. Ça me paraît le point le plus inquiétant. Non, mais c'est important, on est au cœur du sujet. Je complète en vous disant quelle est la position du Japon aujourd'hui. C'est eux qui demandent le plus de sanctions. Et le blocus des ports. Ils veulent intercepter tous les bateaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que le danger vient de ça, vient des trafics. De cette division 39. Et ils sont prêts à vendre à n'importe qui. N'importe qui. Et si maintenant ils ont des bombes en magasin, ils vont essayer de vendre. En même temps, il faut savoir que les Coréens du Sud, qui sont les premiers concernés, mais dans ce cas-là, pardon, ne souhaitent absolument pas une réunification brutale et rapide qu'ils seraient incapables de gérer. Mais ça, c'est vrai. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments. C'est compliqué à gérer. Il faut mettre sous contrôle et puis organiser une sorte de dépérissement du régime. C'est l'effondrement du régime. Catastrophe. La grande crainte, c'est l'effondrement du régime. Il y a une crainte, bien sûr, les sur le Coréens nucléaire du Sud ne le souhaitent pas. À moyen terme, mais la crainte immédiate, et c'est pour ça que les Sud-Coréens ont soutenu à bout de bras ce régime dans lequel rien ne marche, parce qu'ils ont vu ce qui se passe en Allemagne. Une unification où il y avait 4 Allemands de l'Ouest pour un Allemand de l'Est. L'écart entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne était faible. Et là, il n'y a que 2 Sud-Coréens pour un Nord-Coréen. Ça serait ingérable. Donc, ils n'ont l'angoisse. pas soutenu le régime, ils ont aidé humanitairement pour que les choses ne s'effondrent pas. Tout le monde a intérêt au maintien du statu quo. Non, ça je comprends pour les Coréens du Sud. Puisse dire ça. Je crois pas tout le monde a intérêt à une transition gérée. Voilà. Bien sûr. Post-régime. Et les Chinois les premiers, parce que les Chinois sont très en colère, ils ont été surpris. Et c'est quelqu'un qui leur a échappé, leur caniche a échappé. Et comment elle peut venir cette transition par des moyens de répression militaire, économique? Alors, en 97, la Corée du Sud, un peu avant, a lancé la politique du soleil, Sunshine Policy, pour essayer de faire atterrir en douceur la Corée du Nord, en essayant de mettre un peu d'aide économique, en disant, eh bien, on va... Un peu comme l'Allemagne de l'Ouest avait fait avec l'Ostpolitik, les contacts avec nos voisins vont permettre de faire baisser les tensions, etc. Voilà. Madeleine Albright s'est rendue à Pyongyang en 2000. Elle était sur le point d'obtenir un accord. Clinton aurait dû y aller. Il a été pris par Camp David, donc du coup les deux ont échoué. Mais on a été au bord de... Parce qu'à l'époque, Kim Jong-il se disait finalement c'est peut-être tentant, ça me permettrait de me réintégrer, d'ouvrir un peu, d'aller au cinéma tranquillement, etc. Maintenant, oui, c'est trop tard. C'est-à-dire que Bush, une autre des erreurs de Bush, c'est changé totalement de politique en 2000. Madame Kantebo. Oui, justement, c'est là où je pense qu'il faut ne pas répéter la même erreur au sujet de l'Iran. Ce qu'on constate, c'est que si la Corée du Sud est sortie de TNP en 2003... TNP, traité de non-prolifération. Corée du Nord, pardon. De TNP en 2003. Le traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération en 2003. Et si ils ont par la suite, effectivement, augmenté leur capacité militaire, etc., c'est aussi lié à leur isolement et c'est aussi lié à la politique de l'administration Bush. Or, au sujet de l'Iran, ce qu'on sait, c'est qu'en 2003, les Iraniens, maintenant on le sait, puisque ça a été officiellement reconnu à la fois par les États-Unis et par les Iraniens eux-mêmes. En 2003, le président Khatami, qui était au pouvoir à cette époque-là, avec l'ensemble des dirigeants iraniens, voulait négocier directement avec les Américains au sujet de nucléaire iranien, mais aussi d'autres problèmes au Moyen-Orient. Eh bien, c'est le président Bush qui n'a pas voulu, effectivement, qui a rejeté cette proposition-là. On est en 2003, il y a un gouvernement modéré. Il était encore temps. Bon, moi je dis que pour l'Iran, il est encore temps, puisque ce qu'on entend aujourd'hui, même si les dirigeants iraniens disent qu'ils ne veulent pas interrompre l'enrichissement de l'uranium, mais ce qu'ils veulent, c'est de commencer les négociations. D'abord, interrompre peut-être
au cours des négociations. Donc, ce qu'ils rejettent, c'est le diktat américain. Or, ce qu'on constate, c'est que les Européens, y compris le président Chirac, visiblement étaient tout proche d'un entendement avec les Iraniens, d'un accord, et je ne dirais pas un accord, mais en tout cas, et ce sont les États-Unis, et ce sont les États-Unis qui visiblement rejetaient une fois de plus toute solution vous négociée. Excluez toute guerre États-Unis-Iran? Écoutez, pour le moment, je pense que personne n'en veut et que les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt, puisque n'oubliez pas qu'ils sont dans le bourbier irakien, n'oubliez pas que l'Iran, c'est pas un petit pays, l'Iran, c'est pas la Corée du Nord non plus, puisque l'Iran est beaucoup, beaucoup plus puissant que la Corée du Nord, et que si jamais il y a une guerre contre l'Iran, je pense que ça sera le monde entier qui en subira les conséquences, puisque l'Iran est un grand producteur. Absolument, et aussi l'Iran est un grand producteur de pétrole, ne l'oublions pas tout ça. Certes. Donc, je voudrais soutenir en très grande partie ce que vous venez de dire, madame, sauf ce que vous dites sur les positions européennes qui sont, à mon avis, avaient moins de résultats que ce que vous indiquiez. Mais sur l'analyse américaine, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une autre politique par rapport à l'Iran qui est tout à fait possible, à condition que les États-Unis, ce qui est demandé d'ailleurs par beaucoup d'Américains importants, dans la presse américaine, dans les anciens présidents ou anciens secrétaires d'État, reprennent le dialogue avec l'Iran. Dialoguer, c'est pas être d'accord, c'est pas s'envoyer des fleurs. Le dialogue peut être exigeant et difficile. Quand Kissinger allait à Pékin en 1972, c'était pas pour être d'accord avec les Chinois tout de suite. Quand il y avait les grands sommets de la guerre froide États-Unis-URSS, c'était pas pour être d'accord, c'était des affrontements dans la négociation. Je pense que Jimmy Carter, par exemple, veut qu'il faut reprendre ça avec l'Iran et pas que sur le nucléaire. Pas que, il y a des républicains importants qui le disent. Est-ce qu'on peut faire et je pense qu'à ce moment-là, on verrait réapparaître du côté iranien une série de nuances, une série de différences dans l'approche de la part des Iraniens. Et en tout cas, sur le plan nucléaire, je crois qu'on devrait pouvoir obtenir que ce pays n'aille pas au-delà, par exemple, de la capacité japonaise d'aujourd'hui, pas l'anticipation qu'on faisait sur le Japon, un pays qui aurait les moyens d'eux sans passer à l'acte. Peut-être même en deçà. La politique actuelle facilite la politique de l'actuel président iranien. Je peux nuancer. Il faut en changer. Absolument. Je pense. Absolument. Ça va dans son sens. La politique américaine conforte Ahmadinejad. Absolument. Oui, et les sanctions aussi. Les sanctions. Il a été grâce à George Bush. Oui. Largement. Ça, on le sait. Je pense que le dialogue que le président Khatami... Vous êtes en train de partir de choses justes pour arriver à des conclusions qui sont quand même très, très exagérées. Vous ne pensez pas que le discours sur l'axe du mal, a radicalisé celui-là? Je suis pas là pour défendre la politique de Bush. Elle est mauvaise dans plein de domaines. Donc le sujet n'est pas là. Ce que je dis simplement, c'est que la négociation avec l'Iran, elle dure depuis plusieurs années. Nous, les Européens, nous avons géré la négociation en direct avec eux. On a apporté beaucoup de cadeaux dans la corbeille. Des avions, des technologies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et rien. Et ils ont gagné du temps. Avec la Corée du Nord. Parce qu'il manquait de Non, mais attendez, je voudrais quand même. Vous avez développé une thèse qui est qu'il faut absolument parler. Si on parle, ça s'arrête. J'essaye de vous dire qu'on a parlé depuis longtemps. Avec la Corée du Nord, il y a eu des tentatives très généreuses de livrer du pétrole, de construire des centrales nucléaires civiles, financées par la Corée du Sud et le Japon. Et rien. Aussi. Bon. Alors maintenant, on est en train de dire, tout ça, cette politique. Non, mais je suis d'accord. Bien sûr, il y a eu une élection en 2000, il y a eu un arrêt, il y a eu l'axe. Bush a arrêté le dialogue. Est-ce qu'on peut dire, honnêtement, mais j'en sais rien, la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Est-ce que l'on peut dire que c'est à cause du non-dialogue direct entre l'Amérique et la Corée du Nord, d'une part, et l'Amérique et l'Iran, de l'autre, que ces pays ont continué leur programme ? Non. Ou est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient arrêté ? J'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, attendez, moi je veux dire ma position aujourd'hui. Il faut parler avec Hitler, avec votre Hitler, selon vous. Bien sûr qu'il faut dialoguer. Bien sûr qu'il faut que les Américains s'asseyent avec ces gens et négocient. Malgré ce qu'on pense. Et je l'ai dit l'autre jour, la semaine dernière aux États-Unis, il faut négocier. Et il faut ça. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver comme ça ? Je ne sais pas. Donc, il faut tout un ensemble de mesures. Si on ne peut pas dialoguer, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit essayer de trouver une solution diplomatique parce qu'il n'y a pas de solution naïvement. Non, on n'est pas obligé d'être naïf. Merci de le dire, parce qu'on a essayé par la voie diplomatique. Ces pays suivent leurs intérêts. Ils ne vont pas suivre les nôtres. Ils suivent la conception qu'ils ont de leurs intérêts. Ils ne vont pas acheter notre agenda. Donc le fait de négocier n'a pas fait, effectivement, dans la période
période, ils n'ont pas stoppé tout leur programme, ils en ont continué jusqu'à ce qu'ils voient obtenir quelque chose. Et Pierre Lelouch a entièrement raison. Mais là où on a peut-être manqué quelque chose, c'est qu'on n'a pas tout mis dans la corbeille de la négociation et que, alors que Clinton commençait à obtenir... les Iraniens, c'est clair, ils veulent en fait un accord de sécurité avec les Américains. Ils veulent des garanties pour que ce qui est arrivé aux Irakiens ne leur arrive pas. Et les Iraniens vous disent, nous, on a été en guerre contre l'Irak. À ce moment-là, vous souteniez Saddam Hussein et vous nous laissiez seuls. Et donc, ils ont... À la fois, l'Iran fait peur au monde et eux, ils ont peur du reste du monde. Donc, c'est une situation un petit peu compliquée. Attendez. Je voudrais vraiment que... Attendez, non, on va y venir... Je suis obligé de faire comprendre, parce que moi-même j'ai du mal, alors donc je fais comme si les spectateurs avaient du mal aussi. Le traité, ma planète, elle va moyen, comme ça. Le traité de non-prolifération nucléaire, allez, ratifié par 188 États en 1970, empêche tous les pays du monde, sauf les USA, l'ex-URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine, de développer l'arme nucléaire. On est d'accord? Je l'ai bien résumé? Merci. Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Certains auraient tous les droits et d'autres pas. C'est ça que je ne comprends pas. Était un contrat. Le traité était un contrat entre les puissances nucléaires de l'époque, les 5. À un moment donné, un peu la ruine de 1970. Il y en a 8 aujourd'hui. 5. Il y en a 3 plus 1. Il y en a 9. Il y a Israël, Pakistan, Inde. Et alors, plus la Corée du Nord, il y en a 4 de plus. Sans compter l'Afrique du Sud qui a eu la bombe, qui a renoncé, qui a détruit. Donc il y a 4 de plus aujourd'hui. Le traité, c'était un accord, un contrat. Les grands s'engageaient, disait-il, le fameux article 6, à désarmer. On a la bombe, mais on s'engage à réduire les stocks et à la faire disparaître à long terme. Et les autres s'engageaient à ne pas faire la bombe, en échange de quoi ils avaient le droit d'accéder aux technologies civiles, sous contrôle d'une agence internationale chargée de les inspecter. L'AIEA, la fameuse Agence internationale d'énergie atomique, qui donc met des caméras et envoie surveille chaque installation, car c'est une technologie qui permet soit de faire de l'électricité pour se chauffer, soit de fabriquer des bombes. Et l'enrichissement... Et ça ressemble la demande de l'Iran, relayée aujourd'hui d'ailleurs par d'autres, les Canadiens, les Argentins, les Sud-Africains, disent on veut tous s'enrichir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir de l'argent, l'énergie nucléaire va redémarrer à cause des coûts du pétrole. Et à cause de l'effet de serre. Et à cause de l'effet de serre, oui, bien sûr. Simplement, enrichir, quand vous enrichissez à 3% l'uranium, vous avez des barreaux de combustible, vous mettez dans les centrales. D'accord. La même machine, si vous conduisez votre enrichissement à 93%, vous donne de l'uranium. Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre les pendules à l'heure 15 kilos de ça, c'est une bombe atomique. D'accord, mais il ne serait pas temps de mettre les pendules à l'heure. Le traité n'a pas complètement échoué. Il y a 192 pays aux Nations Unies. Non, mais d'accord, le Tchad n'est pas encore en train de faire sa bombe atomique, d'accord, mais enfin quand même. Plusieurs pays ont renoncé. Pas le Canada, pas la Suède, non, il y a plein de pays qui ont renoncé. On a cité certains, il y a aussi l'Argentine et le Brésil qui ont renoncé. Beaucoup de pays ont renoncé. On renonce par grandeur d'âme, on renonce par... Non, on renonce parce que ça présente plus d'inconvénients que d'avantages, à un moment donné, ou alors il y a les pressions internationales, etc. Mais donc on a les 5 puissances nucléaires constatées au moment du traité contrat dont Pierre Lelouch parlait. Et on a donc aujourd'hui 3 puissances nucléaires de plus, et maintenant 4. Et maintenant 4, et des soupçons sur une ou deux autres. On n'est pas sur des chiffres énormes. Je pense qu'on doit pouvoir reformuler un TNP adapté aux nécessités d'aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas ça d'un mauvais œil, Hubert Védrine? Ah non, je n'ai pas dit ça. Si, de toute façon. Non, je dis qu'il y a beaucoup d'exagération quand on regarde ce que disaient les experts il y a 20 ans sur les conséquences. Je me rappelle encore de ce qui s'est dit dans les réunions auxquelles j'ai participé au moment de l'Inde et du Pakistan. Rien de tout ça ne s'est produit. Bon. En même temps, il est évident que le vrai risque, c'est une organisation non étatique qu'on ne peut pas prendre en otage de la dissuasion mutuelle qui a très bien fonctionné entre l'Est et l'Ouest pendant 50 ans. C'est là le risque. Non, ma question est plus précise. Ma question est plus précise. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, allez, on arrête, on met les pendules à l'heure et on tient compte de la réalité du marché, si j'ose dire. Il faut repartir. Il faut repartir dans plusieurs directions. Il faut que les puissances nucléaires envoient un signal fort qu'elles veulent réduire leur stock. Parce que sinon, les autres... Il faut... Attendez, il reste 20 000 armes nucléaires aux États-Unis et en Russie qui sont en alerte, comme pendant la guerre froide. Ce qui s'appelle... Chez nous aussi. C'est une alerte immédiate. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, la planète, elle est réglée. Non, nous, on a arrêté les essais. On a détruit, on a fermé Mururoa. On a supprimé les missiles tactiques. On a éliminé les lanceurs terrestres. Il reste un sous-marin en patrouille. Donc nous, la France, on est assez réglés, c'est ça? On a donné l'exemple. La dissuasion minimale. On a donné l'exemple sous Mitterrand comme sous Chirac. Malheureusement, cet exemple n'a pas été suivi par les deux autres, les deux grands. Bon.
Il faut qu'ils aillent vers la Premièrement, dissuasion On minimale. est le bon élève du Donc, TNP. moi, j'ai dit à Mme Rice, peut dire ça. il faut donner des signes de baisser les trucs. Deuxième chose, à l'égard de ceux qui ont besoin de cette technologie pour le développement, Oui. il faut en effet qu'ils puissent accéder à ce développement. Mais, et là, je me sépare de vous, madame, on doit pouvoir garantir à l'Iran l'accès au combustible sous la forme d'une banque mondiale du combustible nucléaire. Si tout le monde se met à enrichir, il y aura des bombes partout. Madame. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une banque internationale du combustible dans laquelle les États qui ont besoin de combustible auront une garantie de livraison? Et c'est une Mais des vous, idées sur mais vous lesquelles il savez, faut travailler. Ce que je veux vous dire, avez c'est dit que- en préparant cette émission que quand on a la bombe, etc., ou quand on est en passe de la, on se sent plus responsable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est pas moi qui le Ah, dis. Il y a un certain nombre de. Non, Donc, moi je on ne est suis pas contraint d'être spécialiste plus nucléaire. responsable. J'ai dit que C'est ce qui s'est un certain passé nombre de jusqu'à maintenant. Ah, c'est ce qui s'est passé. Ah, bah alors, c'est pas complètement idiot. À part les États-Unis qui ont utilisé la bombe atomique, Ouais. aucune autre puissance nucléaire n'a jamais utilisé sa capacité militaire. Certes. D'une Donc on part. se sent plus D'autre responsable. part, C'est L'histoire on de se sent l'humanité, plus, madame, parce montre que qu'il c'est n'y a pas- jamais eu d'exemple c'est- d'armes inventées qui n'ait jamais été utilisé. C'est Méfiez-vous. pas- Oui, parce que les risques sont visiblement beaucoup plus importants que les armes. Voilà. Les risques sont dissuasifs. dissuasifs. Alors, ce que je voulais dire justement au sujet de, pour continuer sur, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lelouch, c'est que les Iraniens doivent rassurer le monde, tout d'abord les Occidentaux, puisque prennent pas le chemin, là, pour l'instant, ils nous rassurent pas tous les jours, Non, ils mais disent justement, mais eux-mêmes. Comme disait M. Boniface, eux-mêmes, les Iraniens, ont besoin aussi d'être rassurés. Par le monde. Ils sont, Par le par monde les extérieur. États-Unis. Enfin, le monde, quand on dit la communauté internationale, entre nous, on parle des États-Unis et de l'Europe, surtout, et un peu de la Chine et de la Faut Russie. employer ce mot, ça veut rien dire. On sait pas qui Donc, ça désigne. voilà, ça Faut ne employer des mots plus veut précis. pas dire grand-chose non plus. Bon, et donc, les Iraniens se sentent menacés, et c'est une menace réelle à leurs yeux, se sentent menacés par les États-Unis. Donc, les États-Unis doivent aussi rassurer Mais comment on l'Iran. fait pour se rassurer comme Les ça? Je comprends pas. Occidentaux, ce Tapotage qu'ils de disent, joues, moi, écoutez, visite je suis amicale, en train comment de on vous fait dire ce que pensent les dirigeants iraniens. Eux, ils disent quoi? Ils disent qu'on ne peut pas, au sujet des combustibles, ils disent qu'on ne peut pas compter sur les promesses occidentales, Non, mais si c'est parce l'ONU. que si demain ils décident Si c'est l'ONU. de ne plus nous donner le combustible, qu'est-ce qu'on fait? Et donc D'accord, on ils dépend veulent être uniquement de- indépendants, si c'est les Russes. effectivement. Mais les Russes D'accord, leur ont d'accord. proposé Ça, ça. c'est leur discours. C'est leur discours. Pascal Oui, Boniface, on ne peut demandez pas la parole. mettre Merci. l'Iran et la Corée du Nord dans le même sac, et ce qui a été fait, mais dans certains discours, mais c'est Pas une là, erreur. pas sur ce non, pas plateau. ce soir, mais Ouais. dans le discours de l'axe du mal ou dans d'autres choses, c'est deux cas de pays proliférants, d'accord, mais ce sont quand même deux régimes d'une nature tout à fait différente. La Corée du Nord, c'est le pire que l'on puisse concevoir. L'Iran, bien sûr, il y a les déclarations scandaleuses, inacceptables d'Ahmadinejad, mais on ne peut pas le comparer à Hitler, parce que Hitler, heureusement, était unique dans l'histoire. On ne peut pas toujours comparer d'autres dirigeants à Hitler. Ces déclarations scandaleuses, il les a faites dans un but politique précis, mais même s'il avait la bombe, je ne le vois pas aller attaquer Israël, tout simplement parce qu'il serait rayé de la carte immédiatement après. Et qu'il n'a aucun... C'est pas la peine de taquiner quand même, ça ne va pas s'amuser. Ah non, mais ça, il fait de la propagande. Il amuse qui avec ça? Ah, mais il amuse pas nous, mais il amuse ceux... Le but d'Ahmadinejad, c'est d'élargir l'influence de l'Iran en dehors du monde chiite. Et donc, il voit qu'il y a un espace. Il sait très bien qu'il va D'ailleurs, il a réussi. antagoniser. Il a beaucoup Il sait réussi très bien dans qu'il le va monde se mettre à arabe. dos, non seulement, bien sûr, les Israéliens, mais ça, il n'a pas besoin, mais tous les Européens, les Américains. Il sait très bien que dans tout le monde occidental... Alors, explique-moi la logique, alors. La C'est logique, quoi c'est de dire Israël est Devenir une impopulaire dans le monde superpuissance arabe, régionale. et donc je vais gagner au-delà, parce que l'Iran est quand même confiné au monde chiite. Et donc, dans le monde arabe, que l'Iran n'est pas, il va gagner en popularité en endossant l'habit de celui qui s'oppose à Israël. Donc, il perd d'un côté, puisqu'il est... C'est comme le effectivement- Hezbollah avec d'autres moyens. quoi, Exactement. c'est ça Mais il fait Ah oui, le exact. Hezbollah D'accord. aussi. Mais alors, il veut aussi défier les États-Unis en faisant ça, allié d'Israël traditionnel. Monsieur Moati, Attendez, l'Iran fait aussi le Hezbollah. L'Iran fait aussi le Hezbollah, donc c'est ça. Et la Corée du Nord, une Oui, fois bien sûr. encore, le régime nord-coréen est certainement vraiment le pire que même l'Irak à côté, je crois que c'était moins grave que la Corée du Nord. La Corée du Nord, que veut faire Kim Jong-il? C'est rester au pouvoir. C'est tout. C'est pas avec le développement de son pays qu'il peut le faire, c'est pas avec ses succès politiques qu'il peut le faire. Et donc il Mais se ses dit, succès économiques, la famine, bon. si j'ai l'arme nucléaire, on viendra pas m'embêter, mais lui il va pas attaquer le Mais Japon. Monsieur Boniface, pendant que vous avez la parole, continuez s'il vous plaît, ou les autres aussi évidemment. Comment distinguer un pays gentil d'un pays voyou? Et c'est la proximité politique avec les USA, quand serait le critère? Attendez, on peut ne pas accepter cette Non, non, terminologie. oui, d'accord, sinon, non, mais je fais effectivement, exprès, je on mets n'est pas en obligé de faire guillemets, des j'ai fait ça. perroquets. C'est vrai, lorsque le concept Alors- d'État voyou a été lancé, les critères étaient flous parce qu'il y avait des pays proliférants
qu'on ne mettait pas, comme le Pakistan, qu'on ne mettait pas dans la zone des États voyous parce qu'ils étaient alliés aux États-Unis. Il y avait des pays très peu respectueux des droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite, qu'on ne mettait pas non plus. Donc c'était les pays proliférants. Pourquoi on dit... Eh ben, c'est les pays qui sont proliférants, dictatoriaux et ennemis des États-Unis. C'est comme ça, parce que les États-Unis, c'est non, mais attendez, parce que les États-Unis, c'est toujours le gendarme du monde, quoi. Si vous voulez, moi, C'est eux qui disent État voyou. Non, mais je sais que c'est eux qui disent. S'il vous plaît, moi, je ne veux pas rentrer dans ces catégories qui sont subjectives. Ah oui, mais enfin. Non, mais attendez. Bien sûr qu'elles sont subjectives. Tout à l'heure, Hubert Védrine a dit, bon, dans le fond, les experts s'inquiétaient il y a 20 ans, mais dans le rythme de la prolifération, il y en a 4 de plus. Bon. Le problème, c'est la qualité, c'est pas le nombre. Les 4 en question, Inde et Pakistan, ils sont dans une faille sismique du monde, parce que ces 2 États-là sont en guerre depuis leur création, autour du Cachemire et de leur identité. C'est la lutte entre l'islam et le monde bouddhiste. Et là, c'est extraordinairement violent, et c'est tous les jours. Il meurt tous les jours des gens au Cachemire. Oui, je sais. Israël à la bombe, mais ça, c'est l'autre conflit sismique entre Israël et le monde arabe. Aujourd'hui, la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est la vieille rivalité entre la Corée, la Chine et le Japon. Et l'Iran, c'est cette lutte d'influence. Et là, Boniface a raison. Il y a une vraie lutte, une ambition de l'Iran de sortir du ghetto chiite et de devenir la puissance leader du monde musulman, comme l'était jadis l'Égypte. Et en s'installant, grâce à la guerre du Liban, en première ligne face à Israël, elle s'est installée avec le Hezbollah comme puissance belligérante. Alors, si elle a la capacité nucléaire en plus, elle va galvaniser la rue arabe pour dire « Moi, je suis le seul adversaire à l'Amérique, à l'Occident, à Israël, et donc le seul vrai défenseur du monde musulman. » C'est moi. C'est ça la stratégie du gouvernement iranien. Le monde musulman qui est en follement un leadership. Alors ils sont 4, mais 4, dites donc, c'est 4 problèmes majeurs. Si la guerre doit éclater quelque part sur la planète aujourd'hui, ça va être entre l'Inde et le Pakistan. En même temps, Staline et Mao Tse-tung, le Staline du Goulag et le Mao Tse-tung du Grand Bond en avant n'étaient pas très réjouissants non plus. Et ils avaient l'arme nucléaire. Donc, c'est pas nouveau. C'est ça. Oui. Mais alors, non, mais la notion sur laquelle, alors là, on rentre dans un autre, mais c'est fondamental. Non, mais attendez, c'est fondamental. Est-ce que, par nature, comme le disait Hubert tout à l'heure, les risques étant dissuasifs, l'arme atomique responsabilise son propriétaire, théorie du général gallois, théorie française depuis longtemps, plus il y a de fous, plus on rit, plus il y aura de bons, plus c'est stable. J'ai toujours pensé qu'il y avait une limite à ça. C'est que d'abord, on ne sait pas, dans un jeu complexe, comment se comportent les gens, et deuxièmement, c'est comme le pendant autorisé, c'est comme le pendant autorisé. Tout le monde est armé, voilà. donc il ne se passe plus rien. Monsieur Moati, s'il y a des gens qui ont envie de mourir et qui le disent, et qui ont envie de mourir, ils vont être récompensés au paradis, en mourant, en faisant un djihad planétaire. Cela, vous allez les dissuader comment ? La distinction, c'est entre les États et les structures non étatiques. C'est ce plan. C'est le vrai danger. C'est le vrai danger. Un État, à la limite, il peut être conservateur, mais un groupe qui a décidé de se foutre en l'air sur une tour. Ah oui, non, qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites quoi avec ça ? Je ne sais pas, je ne veux même pas penser même dans des rêves plus fous. Voilà le problème. Pierre Lelouch, j'appelle Pierre Lelouch, Hubert Védrine. Pourquoi alors l'Europe? Alors nous, silence absolu, silence radio, tchou qu'on n'entend pas, on cherche. Qu'est-ce que dit l'Europe? Parce que le gendarme, on sent que le gendarme n'est plus tout à fait le gendarme. Oui, mais là, attendez, alors nous, on peut faire des gendarmettes un peu comme ça. On fait une émission sur la réalité là, c'est-à-dire que le fait que les pays européens aient des points de vue différents, que beaucoup d'entre eux ne cherchent pas à s'exprimer sur les sujets les plus difficiles et les plus dangereux, que beaucoup d'entre eux pensent qu'il vaut mieux s'en remettre aux États-Unis, ce qu'ils font de toute façon depuis 1945. C'est plus sûr. Bon, on le sait tout ça. Donc tout l'effort européen, c'est précisément de dépasser cette mentalité, de faire réémerger une vraie volonté de l'ensemble des Européens pour donner à l'Union une vraie puissance un jour, mais on le sait tout ça. Donc on ne va pas redécouvrir le vélo constamment. Je veux dire, l'Europe n'est pas dans l'état d'être une puissance aujourd'hui ou un pôle aujourd'hui. Il faudrait qu'elle le devienne. C'est l'objet d'un autre sujet, d'autres politiques, par étapes méthodiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça ne se joue pas. Ça ne joue pas avec l'Europe. Il y a eu un rôle intéressant de France, Allemagne, Grande-Bretagne dans l'affaire iranienne, mais les Iraniens attendent que les États-Unis bougent, naturellement. Dans l'affaire de la Corée du Nord, c'est l'affaire des grandes puissances asiatiques autour et des voisins et des États-Unis, de nous un peu plus lointains comme membres du Conseil de sécurité. Oui, mais nous, bon, voilà, quand même une responsabilité. Mais oui, on a quand même. Il ne dit pas le contraire. Mais je parle en tant qu'élu. Ma responsabilité, c'est de protéger mon pays. Oui, mais c'est pas. Attendez, c'est pas l'Union européenne, c'est la France. On est puissance nucléaire, nous Français en Europe. Il y a les Anglais. On ne peut pas ne pas commencer à regarder cette réalité en face et s'y préparer. Donc c'est les États européens. Un des vrais enjeux. Deuxièmement, en politique française, un mot quand même de politique française, puisqu'on est quand même à 6 mois d'une élection. Je souhaite vraiment que ces sujets soient
dans la campagne. Au cœur de la campagne et de qu'on ait 2007. un débat sur notre politique de défense. Domaine réservé ou pas. Il y a danger pour nous. Que Il y a nous danger ayons pour un la débat France. entre la droite et la gauche, entre les candidats, et qu'on en réfléchisse pour sur la l'instant, c'est façon silence de gérer. assourdissant sur la politique Hubert, étrangère, je suis hein. sérieux. Sur comment on fait face aux toujours, théories oui. nucléaires, Oui. comment on organise notre politique de défense, sont des sujets de fond. Mais- Les Français ont le droit d'entendre Mais les ils seront candidats plus sur ces importants sujets. dans la Bien sûr. campagne. Moi, cette année. attendez, je voudrais dire On là-dessus termine. que c'est pas parce qu'il y a brusquement la Corée du Nord et que le l'Iran. vrai faux essai, et d'autre part l'Iran. C'est parce que globalement, les réponses qu'apportent les Occidentaux, c'est-à-dire l'hubris militaire Je ne sais pas ce que américaine, c'est que l'hubris. c'est le délire de puissance. tendance. L'excès de puissance, l'arrogance de puissance. Pulsion de Bon. puissance. Donc, l'excès de puissance militaire américaine, la pulsion, l'ingénuité européenne et le chimérisme français ne sont pas des réponses adaptées et efficaces Là, vous parlez de pour Ségolène traiter sur l'ensemble le des problèmes. chimérisme. Et Attaque moi, sur je Ségolène. Ah ouais, ça, je suis pouvais pas pas m'en passer, quoi. J'ai senti la patte d'Hubert Védrine Hubert d'ailleurs, Védrine, dans les il vient propos de d'attaquer Mme Ségolène Royal Royal. sur la Je crois que Turquie. Pierre Lelouch étudie un petit peu ce que j'écris. C'est vrai que j'emploie cette expression depuis assez longtemps. Bon, Bon. mais, donc, Bon, alors, bref, il faut qu'on travaille à une autre il faut réponse. que tous on travaille sur. Sérieuse. Enfin, il faut que ces débats-là existent et qu'on parle de Voilà, politique très bien, internationale. très bien. Ça va être au Mais- cœur de la mais- campagne. on se Il respecte, faudrait que ce soit au même cœur si de la on- campagne de Merci 2007. à vous En se de respectant. prendre ce genre d'initiative. Ah, mais moi, merci. je souhaite, et je suis heureux qu'on ait eu cette conversation ce soir, d'ailleurs, qui montre que, en tout cas, entre M. Védrine et moi, il n'y a pas de différence fondamentale. Mais Allons bon, il est maintenant, un important. axe. Non, mais il est important que notre pays regarde Non, cette mais bien réalité sûr. en face, c'est notre responsabilité, et qu'on regarde la façon d'avoir la meilleure politique de défense possible, combien ça coûte, ça aussi c'est une affaire qui doit toucher les Français, qu'on le fasse de façon indépendante, qu'on pense à nos voisins européens, Ok. qu'on ait la politique la plus intelligente Pas possible. que négatif, pas que défensif. Il y a quand même D'accord. une approche différente à avoir avec l'ensemble des puissances émergentes qui vont gérer le monde avec nous. Bien sûr. Ok, et ben c'est sur ces plaisantes perspectives que nous allons nous quitter là. Hein, et on aurait tellement de choses à dire, je le sais bien, mais on a essayé de faire avancer la réflexion. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, évidemment, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Merci. Thank you.